Coucou, salut Anthony, Salut, bienvenue sur Gizmo. merci. Et puis merci surtout d'avoir accepté l'invitation et de bien vouloir te prêter au jeu des questions-réponses et de te livrer un petit peu sur ton parcours, mais aussi ta vision du milieu et aussi tes réflexions sur l'enseignement qui aujourd'hui remplissent pas mal ta vie et ton Oui. quotidien. On va directement se lancer dans le vif du sujet et commencer. Et je veux bien pour ça que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent. Qui Ouais. es-tu, Anthony, et comment tu arrives à la 3D? Alors d'abord, merci pour l'invitation. Je suis content de participer à ton petit podcast, parce que j'en ai écouté quelques-uns et je trouve ça marrant de me prêter au jeu. Donc je me présente, je m'appelle Anthony Voisin, je suis actuellement enseignant à l'ESMA à Nantes, donc une école de cinéma d'animation. Mon parcours, il est, comme beaucoup dans ce milieu-là, un peu semé d'embûches. J'étais pas forcément prédestiné à faire ce métier-là au départ. Je viens d'une filière électronique. C'est marrant parce que Sylvain, que tu as déjà Ouais. entendu, on avait à peu près un peu le même parcours. Donc j'ai fait une filière électronique classique, sans grande conviction, pour suivre un peu ce qui se faisait dans ma région. Donc bac, BTS, poursuivre un peu la logique de cette formation, mais voilà, sans vraiment grande passion, parce qu'en fait j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire à cette époque-là. Donc j'ai fini ce cursus-là, je suis parti travailler pendant 2 ans. Au cours de la 2e année, je me voyais pas faire ça toute ma vie. J'étais un petit peu, on va pas dire déprimé, mais presque. Et je voyais pas faire toute ma vie dans ce milieu-là, et je me suis dit, mais bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est maintenant qu'il faut réagir. Je devais avoir, j'ai 22, 23 ans, quoi, un truc comme ça. Donc les premiers salaires, les premiers impôts, et dire, putain, faut retourner à l'école, dur. Donc je lui dis, bon, faut que je trouve un truc professionnalisant. Quelles sont tes réelles passions? Qu'est-ce que tu aimais faire? Et en fait, je me suis rappelé, un truc que j'avais un peu oublié, c'est que quand j'étais au collège, j'aimais bien dessiner. Ok. Et en fait, comme j'avais des copains qui dessinaient beaucoup mieux que moi, ça m'a un peu orienté vers un peu complexé, puis de me dire, ouais, de toute façon, ça sert à rien. Si lui déjà dessine pas, il n'en fait pas son métier, je vois pas ce que toi tu vas en faire. Donc laisse tomber, fais autre chose. Et j'ai découvert l'outil informatique un peu tard, parce que moi j'étais plus branché console de jeu et l'ordinateur. À l'époque du collège, quand j'ai un copain qui avait un ordinateur qui me disait, ouais, faut que j'installe un jeu, machin. Alors, je comprenais pas le mot installer. Et moi, je mettais un jeu dans ma console, ça marchait. Donc, et puis plus tard, j'ai eu besoin de l'ordinateur pour mon BTS. Et j'ai découvert une réelle passion pour ce nouvel outil. Donc, je me suis mis sur cette réflexion et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'avec ces deux paramètres-là, on peut faire comme métier? Donc, je fais de la recherche. J'ai mis quasiment 6 mois à faire de la recherche partout. Documentation, formation alternance. Donc je m'étais orienté vers plus ce qui était PAO, Ouais. mise en page, voilà, l'outil plus orienté Illustrator, Photoshop, tout ça, parce que c'était un peu les formations qui me tombaient sous le nez quand je me renseignais. Et puis un jour, je suis tombé sur une pub d'école d'animation. Je dis, oh. Et en fait, j'étais assez amateur en tant que consommateur d'animation, hein. Puis Toy Story et tout ça, c'était assez nouveau. Et j'étais fan sans être fan, j'adorais. J'en loupais pas un, mais je m'étais pas dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Donc c'était cool. Puis après, en fait, en tournant là-dessus, je me suis dit, ah ouais, mais on peut faire, c'est un vrai métier, en fait. Il y a des écoles qui forment à ça. Et donc je regarde et tout, et je vois les tarifs des écoles après. Ah ouais, là, ça m'avait un peu calmé, donc j'avais mis un peu ça de côté, puis en fait, ça trottait. J'ai dit, putain, mais ça serait vachement cool. Et pareil, petite anecdote, donc je me dis que rien n'est au hasard, ma vie elle est un peu construite comme ça, il y a toujours des déclics, des choses qui se passent dans ma vie où je me dis tiens, ça t'est un indice, je crois un peu à ça. En BTS, j'avais un pote, justement, on avait un espèce de sujet libre à faire pour je sais plus quelle matière, non, je crois que ça s'appelait autonomie. En fait, on proposait quelque chose qui nous tenait à cœur, ou quelque chose qu'on avait expérimenté, bref. Et lui, s'était mis à 3ds Max.
chose que je connaissais pas du tout, hein. Il nous a fait une démo d'un truc qu'il avait fait tout seul, une petite animation d'une planète Terre, une explosion. Alors c'était très cheap, hein. Et puis son prénom, sa typo en 3D, son prénom qui s'incrustait dans la Terre. Et nous, on était toute la classe, on était restés là. C'était avec la musique de ta ta ta, Universal et tout. Wow, il nous avait scotché. Putain, mais c'est génial ton truc. Et après, on est allé le voir, mais comment t'as fait ça? Tu fais, ouais, bah ouais, je suis passionné, je fais ça, j'ai découvert ça. Et voilà, pouf. Et ça m'est revenu après. Je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait eu ça, Timothée, il avait fait ça. Et bref, donc j'ai creusé un peu le truc, ça m'obsédait un petit peu. Et j'en avais parlé à mes parents, je lui ai dit, ouais, c'est super cher et ça. Et mes parents m'ont toujours poussé à faire ce que j'avais envie. On dit surtout, on te force à rien, mais si un jour tu trouves, enfin, voilà, t'as envie de faire un truc, tu fonces et t'y vas. Et ils m'ont toujours poussé vers ça. Eux, ils venaient d'un milieu, enfin voilà, ouvriers, fonctionnaires, pas trop passionnés par leur métier. Et, ils voulaient surtout pas que ça nous arrive. Et je me dis, putain, ça y est. Bon, j'avais 23 ans et je me dis, ça y est, j'ai trouvé un truc qui m'intéresse. Mais flippé quand même parce que milieu artistique niveau 0. Non, mais c'est clair. Le domaine, je connaissais pas du tout. Je me dis, ça se trouve, c'est pas fait pour moi. Enfin, c'était vraiment une espèce de pari sur l'avenir. Donc me voilà parti là-dessus. Donc on cherche les financements, prêts étudiants, blablabla, déménagement. Donc j'étais pris à plusieurs écoles. Des écoles qui te prennent tout de suite ton chèque. Pas d'entretien, rien. Moi, j'avais besoin d'échanger, donc on me rassure, qu'on me dise bon, d'abord on prend ton chèque et après on verra. Donc, et ensuite, j'ai vu cette école-là, donc l'ESMA, qui m'avait contacté, m'avait dit nous, on est plutôt intéressé par votre profil. Par contre, il faut un entretien de motivation. Donc, à l'époque, moi, je suis d'Orléans, je bossais à Tours. Et je me suis dit, banco, je vais faire l'entretien à Montpellier. L'école est à Montpellier. Donc je pars à Montpellier j'avais des amis qui habitaient, donc c'était plutôt pratique. Donc je me fais quelques jours dans le sud et puis je vais dire, je vais faire ce petit entretien de motivation. Donc c'était avec le directeur en personne. Et on a passé, je crois, 3 heures à discuter. Waouh. Moi, je lui ai fait part de mes inquiétudes. Voilà, je me lançais là-dedans et je me dévalorisais. Je disais, ouais, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour moi. Et lui me rassurait, il me dit, mais si, tu vas voir. Il me dit, le fait déjà que tu te sois déplacé, c'est que tu es super motivé. Le fait que ça soit une espèce de reconversion, tu vas être tellement motivé que il y a des chances que tu apprennes, enfin, tu sois plus assidu, plus concentré. Le fait que je paye mes études aussi. Et il m'a dit, rassure-toi, voilà, on a eu d'autres profils comme le tien et ça s'est super bien passé. Et en gros, tu le sauras vite. Si c'est pas fait pour toi, voilà, dès la première année, quelques mois, voilà, il y aura pas de doute là-dessus. Et après, voilà, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, il m'avait dit, voilà, moi j'avais besoin de te rencontrer. Et du coup, ça m'a mis plus à l'oreille. J'ai dit, ouais, il a pris le temps de me rencontrer, de m'écouter. Et les autres écoles enfin, une en particulier, m'avait pas rencontré. Du coup, ça m'avait mis un peu le doute. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même de juste prendre comme ça. Et d'ailleurs, j'avais du coup désisté à l'inscription de cette école-là. Je m'étais désisté. Et, ils avaient gardé une partie de l'argent. Ah ouais. Ouais. Donc, je pense que j'avais eu le flair et j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Mais oui, là qu'il y a un contact humain, c'était d'un coup beaucoup plus concret et puis ça levait Ouais, aussi voilà. quelques doutes sur la suite et sur ce C'est ça, milieu j'ai que pu tu découvrais. échanger, faire part de mes peurs, de mes doutes. Et dans l'échange, voilà, il m'a rassuré. Je me suis dit, ouais, en gros, moi, j'avais pas vraiment de- d'envie particulière. Je m'étais à peine, enfin, je connaissais pas trop en fait les différences entre les écoles et tout ça, donc j'avais vraiment pas, je m'étais pas dit, ouais, c'est celle-là que je veux faire. L'école était assez récente en plus, donc il n'y avait pas cette histoire de réputation qui peut y avoir maintenant. Et en gros, j'avais pas de préférence. J'avais vraiment joué ça sur le contact humain où je me suis dit, ouais, lui au moins il a pris la peine de me recevoir, on a échangé, il m'a écouté. Et en tout cas, voilà, j'étais rassuré d'aller plus vers cette école-là. J'avais quand même en plus entendu qu'il y avait quand même des écoles qui étaient plus réputées, ce qu'on appelle les écoles Afrique. Dans le milieu, on entend beaucoup parler. Et voilà, j'avais eu un peu peur là-dessus et je pense que j'avais fait le bon choix à cette époque-là. Et donc, me voilà parti à l'ESMA. ESMA Montpellier. Ouais, le petit truc qui m'avait fait, en plus, qui m'avait séduit, c'est que quand j'y suis allé, c'était l'été pour l'entretien et il me fait visiter l'école et dans une salle, t'avais, je sais pas,
ouais, 20-25 étudiants. Je dis, bah, on est au mois de juillet, qu'est-ce qu'ils font là? Ah bah voilà, ils font un petit projet, en fait, il y a un deuxième année qui a présenté un projet, ça a motivé des deuxièmes années, des premières années, et en fait ils font ça pendant 2 mois cet été, ils se font un petit court-métrage, et donc il y avait des images, il y avait un article sur la porte du journal local, les étudiants, et je me dis waouh, 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 et j'avais vu le petit bout de film, et je me dis, ah mais ouais, mais c'est ça que je veux faire, et du coup ça m'avait conquis, quoi. On avait fini l'entretien par la visite, j'avais vu ça, j'ai dit, bah, c'est bon, banco, j'y vais. Et voilà, du coup, je me suis voilà, lancé dans ces études-là. Euh, Juste pour te raconter le début, donc j'arrive là-dedans, moi j'ai 20, ouais, c'était 2004, donc 24 ans, et j'arrive devant une école avec des gens qui sortent du bac, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. ont des fois, parfois 17, 18 ans. Et déjà, ça m'a fait bizarre l'approche. Je me dis, ah ouais, c'est vrai que je vais retomber avec des gens plus jeunes. Alors je m'étais un peu préparé, mais j'avais pas mesuré. En plus, il y avait 3 jours de test au départ qui m'avaient angoissé, mais d'une force, avec des épreuves de dessin et tout ça. Je voyais les autres qui dessinaient super bien à côté de moi. Moi, j'étais une quiche, mais monumentale. J'avais l'impression que mon fils de 8 ans, il dessine comme moi. Enfin, je dessine mieux maintenant, mais, mais à l'époque, c'était un peu ça. Et du coup, ouais, mais le premier mois, je me dis, mais en fait, j'ai rien à faire là, quoi. Je me suis enflammé, et ils sortent tous, enfin, ils sont tous plus jeunes, ils ont tous déjà un peu de talent, plus de talent que moi en tout cas. Et j'étais je sais pas, au bout d'un mois, j'étais à 2 doigts de décrocher. Je me dis, ouais, j'ai pas ma place ici. Alors tout seul, hein, personne m'a. Pas un prof qui m'a dit qu'est-ce que tu fous là, rien. C'est moi tout seul dans mon coin. Je suis un peu un angoissé un angoissé, un stressé de base. Tout le monde pourrait te le dire dans mon entourage. On pourra reparler de ma première expérience de prof sur ce sujet d'ailleurs. Euh, et, euh, et en fait, arrivent les premières notes et de dessin, et de technique, de Photoshop, et de 3D. Et en fait, quand en dessin, ma première note, je crois que c'était un 15. Pardon. Et que le gars à côté, qui pour moi dessinait comme un dieu, avait 11. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. Enfin, alors je suis même allé voir le prof, hein, en off à la fin. Il y a un problème, vous êtes trompé, et tout ça. Et là, il m'a un peu expliqué sa philosophie. Qui Mais, était? qui était de, bah, bien sûr que c'est vachement moyen que ce qu'a fait ton camarade, mais avec les compétences que tu as fait un super boulot, et ta proposition est super pertinente. Alors oui, dans la technique, c'est pas parfait, oui, il y a ça à ajuster, mais si on se cale à ton niveau, eh ben, tu as fait un super boulot. Et moi, je compte encourager ça. Waouh! Alors j'en ai encore des frissons quand je te le raconte, parce que ça m'avait vraiment marqué, parce que ça a été le twist vraiment de ma réflexion, où j'étais à 2 doigts de partir, et je me dis, ah ben en fait, non, j'ai peut-être un truc à jouer. Au final, je suis peut-être pas si nul que ça, et voilà. Puis après, les autres profs aussi nous ont dit qu'il il faut des artistes, mais il faut aussi des techniciens. Donc après, c'était un peu plus là où j'étais plus à l'aise, c'était sur la technique. Alors voilà, première année, j'étais très bon dans ce qui était réponse à la demande. Le prof demandait ça, je faisais ça, j'essayais de le faire le mieux possible, je respectais tout, les consignes, la nomenclature, ce pourquoi je me bats aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, je chopais les choses faciles, présentation et tout ça. Et puis, bah, petit à petit, moi aussi, j'évoluais graphiquement, hein. Justement, ils m'ont inculqué une culture de l'art, du cinéma et tout ça. Et ça m'a aussi appris après à me cultiver tout seul dans ce domaine-là. Et puis, bah, je me suis vu progresser. Quand les autres te voient progresser, c'est une chose, mais quand toi, tu te vois progresser, c'en est une autre. C'est clair. Et voyant mon évolution, je me suis dit, waouh, c'est cool. Et puis, bah, je suis devenu un boulimique de ce métier-là, quoi. Enfin, voilà, l'animation matin, midi et soir, les seuls sujets de discussion. Donc ça gonfle pas mal mon entourage très proche. Ma compagne qui, voilà, quand on est entre potes de 3D, elle décroche tout de suite, elle dit, bon, bah, je vous laisse faire votre soirée, salut. C'est un peu le problème du milieu, quoi. C'est un peu une espèce de secte où on mange 3D, on vit 3D, et c'est dur des fois de nous faire décrocher de ce sujet-là, parce que bah, c'est un métier de passionné, et qui est tellement riche qu'on a l'impression qu'on pourrait passer notre vie à parler que de ça, et C'est qu'on ça. Et ce qu'on qui est n'aurait pas fait assez le dur, tour. non, c'est ça. Et ce qui est assez dur aussi, c'est d'essayer d'inclure en fait les gens un peu extérieurs qui n'ont pas forcément les mêmes références et le même langage, d'être tout de suite
en termes de vocabulaire, tu as l'impression qu'on parle chinois à leurs Ouais, yeux, et c'est là où complètement. tu les perds et ils bitent plus rien et c'est très Je, compliqué de je, les raccrocher. je le vois encore des fois en salle des profs. Il y a plusieurs sections dans l'école où j'enseigne et des fois on se met à parler entre collègues et il y a des collègues de l'autre formation ou des profils plus art plastique, art appliqué qui nous regardent comme ça. Waouh, c'est passionnant de vous regarder parler parce qu'on comprend rien. Vous avez l'air tellement motivé et animé par cette flamme que c'en est presque magique, mais on comprend rien à votre langage. Donc, ouais, puis généralement, quand on essaye de faire un effort dans une soirée ou un truc comme ça, on commence toujours, on explique. Alors, oui, tu vois, tu fais ça. Alors, ça veut dire ça. Et puis, au bout de 10 minutes, on a décroché, puis on est reparti dans nos travers. Et, Je vois très bien. mais bon, en vieillissant, on s'arrange. Hein, maintenant, j'arrive à mieux décrocher. Mais je sais qu'à l'époque, et dans les études et dans le début de ce métier-là, c'est un peu ta vie, elle tourne autour de ça constamment, quoi. Ce qui est un peu flippant des fois. Oui, oui, mais en tout cas, tu t'étais vraiment engagé dans cette voie à fond et t'as mis les œillères et t'as foncé Complètement. J'ai pour vraiment mis vraiment les réussir. œillères connaissant mes lacunes, en fait, j'ai redoublé d'efforts. C'est ce que je raconte parfois à mes étudiants. Je dis, moi, quand j'étais à l'ESMA, j'étais à Montpellier. Bon, en 3 ans, j'ai dû aller 2 fois à la plage, quoi. Parce que mes soirées, c'était je bossais, le week-end, je bossais, et puis le film de fin d'études, je bossais. Pour toi, c'était essentiel et encore aujourd'hui, tu leur dis sans justement des heures et des heures de travail, vous y arrivez pas ou parce que tu étais angoissée, alors c'était pour toi une manière de te rassurer en me disant si au moins je mets tout ce volume d'heures dans ce travail, euh, au moins j'apprendrai quelque chose et là-dessus je vais assurer, je vais pas me planter parce que j'aurais bossé comme un fou. Eh ben, c'était un peu des deux. Parce qu'en fait, quand je te dis je me suis découvert une réelle passion, ça a vraiment explosé dans ma tête. C'était la première fois que je faisais des études qui me plaisaient. En gros, je devais être un des rares dans la classe à ouvrir grand mes yeux et mes oreilles et à pas déscotcher du prof pendant les des fois 4 ou 5 heures de cours et à tout prendre, à tout noter comme un fou. J'adorais manipuler l'image, je me rappelle la première année, les cours de Photoshop, mais j'étais comme un fou de pouvoir faire un montage photo. J'en faisais même des fois pour moi, pour déconner ou montrer à ma famille ce que je savais faire. Et c'était vraiment un nouvel univers qui s'ouvrait à moi. Et en fait, je voyais même pas ça comme du travail le soir. C'est que, en fait, je rentrais, je finissais ma journée de cours, je rentrais. Donc j'avais ma copine à l'époque qui vivait avec moi, qui faisait ses études de son côté aussi. Mais bon, je rentrais, en gros, un petit sas de décompression, on discutait, on mangeait. Et puis le soir, moi, j'étais reparti sur mon PC jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat, quoi. Mais en fait, je m'éclatais. Et je voyais plus le temps passer. Et d'ailleurs, ça a été un moment un peu charnière aussi dans ma vie, c'est que on n'y voit plus le temps qu'on y passe et tout tourne autour de ça, je te disais, même dans les discussions. Et à un moment, voilà, en vieillissant, pendant les études, c'est très bien, mais faut éviter ces travers-là parce que ouais, la vie, c'est pas ça. Mais en gros, ouais, c'était un peu le cercle vicieux, puis c'est un peu voilà, on est plusieurs dans cette formation, donc tu t'allies un peu avec les gars qui ont un peu le même profil que toi, les gars ou les filles, et on se tire un peu la bourre, on essaye de s'automotiver, enfin de se motiver les uns les autres, on s'automotive aussi, on essaye de faire du mieux qu'on peut à chaque fois, et puis c'est un peu il y a un peu cet esprit de compète. Alors ce que je dis aux étudiants maintenant, je dis la compète, c'est bien tant qu'elle est saine. Si elle vous fait faire des trucs débiles, arrêtez tout de suite, quoi. Non, non, mais c'est ça la compète pour créer au final cette effervescence entre les étudiants et aussi cette entraide parce que tu as aussi envie de Voilà. faire mieux, parce que tu as vu un truc stylé chez ton voisin et tu te dis peut-être aussi un peu par ego, je peux faire un truc encore plus stylé et du coup tu lui demandes comment il a fait, il va t'aider et derrière si toi aussi tu as trouvé des astuces, tu lui donneras et quelque C'est part ça. c'est l'escalade mais c'est l'escalade de l'excellence pour se tirer vers le haut et faire soit des projets ensemble, soit chacun de son côté, mais parce qu'il y a cette entraide, alors chacun y bénéficie dans cette concurrence et dans Oui, cette et puis compète que tu peux mettre en place. c'est un peu aussi en tant que prof, là, c'est un peu la philosophie avec mes collègues qu'on essaye de leur inculquer. C'est l'entraide parce qu'en fait, quand tu t'aperçois qu'en prod, tu fais rien tout seul quasiment, ces gros projets où tu as besoin de tout le monde, d'un animateur, d'un artiste, d'un technicien, d'un informaticien, tu as besoin de tout le monde et c'est ensemble qu'on fait de belles choses. Alors il y a des gens très talentueux qui arrivent à tout faire tout seul, mais notre métier il est principalement collectif, quoi. Et si t'es pas dans l'échange, le partage, j'ai l'impression que ça te ralentit dans ton évolution, ta progression, et puis même, je parle beaucoup aux étudiants de leur image.
au sein des studios, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais au-delà de l'aspect graphique, technique et compétences dans le métier, c'est aussi l'image qu'on va donner de nous, parce qu'elle a beaucoup d'importance dans ce collectif, dans ce travailler ensemble. On a besoin de gens sympas à l'écoute et qui mettent une bonne ambiance aussi sur ces projets. C'était justement l'une des questions que j'allais te poser, à savoir quelle qualité, d'après toi, il faut pour bosser dans ce milieu-là, à la fois, justement humainement, mais aussi techniquement. Et humainement, tu as commencé un petit peu à y répondre, mais justement, qui il faut être pour pouvoir bosser en équipe et travailler de la manière la plus intelligente possible avec justement ces équipes en production, que ce soit des petites ou des grosses prods. Alors, il faut bien sûr des bases, des bases techniques, j'ai envie de dire solides, c'est-à-dire un peu de maîtriser l'outil, quoi, de savoir ce qu'on peut faire avec tel ou tel outil, et savoir répondre à la demande d'un lead, d'un superviseur, pas dire je sais pas du tout comment faire ça. Même si ça arrive, hein, et des fois je sais pas, et justement c'est là que le collectif intervient, c'est dire mais moi attends, je vais te montrer un truc et t'inquiète, tu vas vite comprendre. Donc ça c'est on est obligé d'avoir au moins ces connaissances, un minimum de connaissances pour ce milieu-là. Après, plus ou moins important, c'est l'aspect graphique. Donc il y a des gens qui sont vraiment plus à l'aise sur tout ce qui est visuel, lumière, couleur, composition et tout ça. Et puis les gens qui le sont moins. Je pense que les deux peuvent tirer leur épingle du jeu. Hein. Enfin, voilà, mais bon, il faut quand même avoir un bagage, savoir de quoi on parle. Et au moins d'avoir le langage, savoir écouter un réalisateur, un DA, pour pouvoir suivre un peu la demande. Et puis avoir quand même un minimum de sensibilisation là-dessus. Donc les deux sont plus ou moins importants, mais faut avoir au moins des notions sur l'image, sur l'animation, sur le cinéma, sur tout ce domaine-là, quoi. Et j'ai envie de dire que tout ça, là, ça fait en gros 50% d'un employé, entre guillemets, ses compétences techniques et graphiques. Mais l'autre moitié, que je trouve tout aussi importante, c'est l'aspect humain. Et justement, c'est presque même là-dessus où je mettrais l'accent. C'est d'être quelqu'un plutôt ouvert, à l'écoute et curieux. Je pense que c'est un peu les trois domaines les plus importants. On fait un métier qui peut être parfois très stressant. Et d'être dans la communication, l'échange, le partage, souvent ça apaise un peu tout ce stress. Ça permet de compter les uns sur les autres. Ça permet aussi de rassurer les superviseurs, des patrons de studio et tout ça, qui vont dire lui en fait il est vachement à l'écoute. Même s'il est un peu plus faible techniquement ou graphiquement, de toute façon on lui a mis un lead qui est costaud, donc à force de retech, de toute façon on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Et généralement en prod ça se passe comme ça. Il aura le double de retech peut-être qu'un autre, mais de toute façon le résultat on y arrivera. Et je pense que c'est presque ça le plus important, c'est ce que je leur dis, pensez à votre image. Alors pas l'image de marque, arrivez pas les cheveux bien coiffés, tout ça, ça on s'en fiche. J'ai mis l'attitude, ça a vachement d'importance. Je leur dis déjà au sein des études, l'attitude que vous renvoyez à nous les profs, l'administration et tout ça, on émet un jugement sur vous, on vous côtoie au quotidien, donc déjà on a un jugement, donc si votre attitude est négative, elle est principalement négative, nous on a moins envie d'aller vers vous, enfin en tout cas ou alors on vous a dans le collimateur, et des fois c'est à défaut, on s'est basé sur un mauvais moment, un mauvais passage de la vie d'un étudiant, et puis on s'est fait une idée, et des fois on sort un peu des idées préfaites en échangeant avec les autres profs, l'administration, mais je leur dis, l'image que vous renvoyez elle est super importante, et en studio, pour en avoir traversé quelques-uns, je sais que vous serez jugé là-dessus, et beaucoup plus que sur vos compétences, même si c'est important, mais c'est presque plus important pour moi, ou en tout cas autant important, l'attitude, le respect, l'écoute. Moi, j'ai déjà entendu, et je leur retranscris tel quel, j'ai déjà entendu des patrons de studio dire lui, un senior ingérable, j'en veux pas, je préfère prendre deux petits juniors motivés, ultra passionnés, à l'écoute qu'un senior ingérable. Ça, je le dis, je crois, on est en 4 ans, de la première à la 4e année, je leur rabâche.
Essayez de rester ce graphiste cool et à l'écoute, et c'est ce qui fera de vous voilà, un bon élément. Ouais, bah, surtout comme tu le disais, quand on est censé travailler vraiment en équipe, avoir ces éléments, en fait, qui polluent l'atmosphère, mais avec lequel aussi c'est très compliqué d'échanger, de communiquer, d'avoir des retours, soit d'informations positives, Oui, négatives, mais juste aussi, d'entraide et quelqu'un de très fermé, égocentrique et qui va véhiculer une mauvaise image, ça va être très, très dur de briser cet a priori et de se demander: «Est-ce que c'est juste une image ou, est-ce qu'il est réellement comme ça?» Et direct, en fait, tu te tires une balle dans le pied et tu pars avec un désavantage par rapport à quelqu'un qui sera beaucoup plus avenant, c'est ça. ouvert et dans la communication et un peu plus tourné vers les autres et un peu moins vers soi. Oui. C'est bien, tu as évoqué les studios. On va rentrer directement dans le vif du sujet sur les studios où tu as aimé bosser et puis des prods qui t'ont marqué et qui font peut-être aujourd'hui le prof que tu es. Ouais, alors les studios, j'ai quasi que des bonnes expériences. Ouais, si, il y en a une ou deux. Ouais, ça y est, hop, il y a des trucs qui me reviennent. Mais globalement, j'ai gardé que le positif. J'ai fait pas mal de studios de pub en arrivant sur Paris. Pub, habillage télé. J'ai même fait une boîte de communication une fois. C'était un pote qui m'a fait rentrer. J'étais plutôt généraliste au départ. Je voulais le rester. Et en fait, c'est les studios qui m'ont poussé vers une voie en fait que je maîtrisais pas forcément et j'en ai fait un peu ma spécialité maintenant. Tout ce qui est lighting, rendu, compo. Euh, qui était au départ quelque chose que je maîtrisais pas, du coup, que j'aimais pas trop. Ce qui est marrant, c'est quand je raconte ça à mes étudiants, donc je suis leur prof maintenant, et je leur dis, bah ouais, avant, je détestais le rendu, ils me regardent comme ça. Merde, c'est lui qui va nous apprendre. Je leur explique pourquoi. Et quand on maîtrise un sujet, c'est vachement plus intéressant de le creuser et de le peaufiner, quoi. Donc ouais, en studio, j'ai commencé un peu généraliste, j'ai fait un peu de tout, de la modé, du tracking, du rendu, et assez rapide. Je pense qu'au bout un an et demi, j'ai commencé à chez Eddy. Alors maintenant, c'est le studio Brunch, je crois que c'est une association de studios. Et j'ai fait un peu de tout chez eux. Ouais, autant de la modé, du texturing, même des trucs que j'avais jamais fait, du tracking, j'avais jamais fait. Mais ouais, tu veux filer un coup de main sur la pub, c'est du tracking, tu vois, je connais pas, bah tu veux en faire. Bah ouais, allez, vas-y, roule. Donc voilà, en plus on continue à apprendre en studio, on finalise la formation. Euh, j'ai aimé travailler sur des sujets. Bah, dès que c'est un peu connu, voilà, genre, on me dit, ah, tu vas bosser sur un trailer pour Lapin Crétin, ou tu vas bosser sur Les Mignons, donc après je fais du long métrage. Oui, c'est vachement excitant quand tu es un jeune artiste et tout ça, et au final, avec le temps, on s'aperçoit que c'est pas, voilà, c'est pas juste travailler sur des marques. Ce qui est bien, c'est travailler sur des projets cool, c'est-à-dire que visuellement intéressants, avec des bonnes animes, et au final, le sujet, tu t'en fiches. Je leur dis souvent, vous allez voir quand vous ferez des pubs pour une crème pour des hémorroïdes, parce que tout de suite ils veulent faire Avatar, quoi. Quand tu arrives dans une école, c'est Pixar, NPC, pour les plus aguerris, ils connaissent NPC, Framestore, les gros effets visuels, puis je dis ouais, puis bah, quand tu feras de la pommade pour les hémorroïdes, on verra, faudra le faire aussi le projet. Il n'y a pas que des prods paillettes, quoi. Du coup, ouais, moi j'ai aimé justement ce côté touche à tout, où j'ai fait autant de la pub d'animation, du live, de l'incrustation, des choses que j'avais jamais faites en plus, l'incrustation dans du live, j'ai un peu découvert. Je crois, ah oui, tiens, ouais, l'expérience la plus folle, euh, ça faisait ouais, un an et demi que je travaillais, donc chez Eddy, il y a eu un moment de creux de prod, donc il a fallu que je recherche un peu du travail. Euh, je crois que c'est la seule fois d'ailleurs, c'est là où je me suis dit, tiens, je vais enfin faire une bande démo, parce que j'en avais jamais faite à l'époque. Maintenant, c'est un peu le standard, mais je raconte cette vision que j'en ai fait une fois dans ma vie, et après, j'en ai plus jamais fait. Parce que le bouche à oreille, bah, ça marche vachement mieux. En tout cas, à l'époque, c'était notre meilleur pôle emploi. Et du coup, je suis appelé par Cube, qui faisait une pub pour du thé. Et on me propose le poste de superviseur FX, enfin VFX. Alors, je dis waouh, ça fait un an et demi que je travaille, je me sens pas et tout. Et c'était le producteur, c'était Nicolas de Rosambeau qui était là à l'époque. Il me dit mais si, tu vas voir, de toute façon tu vas être secondé, il y a
un sub de la boîte qui sera avec toi. Donc c'est sur un tournage, on doit incruster un éléphant dans du live et tout ça. Alors voilà, j'avais jamais vraiment incrusté de choses. J'avais des notions de ce qui se faisait, ce qu'il fallait faire sur un plateau, mais zéro expérience vraiment. Et, et j'avais entendu un peu justement chez Eddie des superviseurs qui parlaient d'un tournage, comment ils le préparaient, j'avais vu les papiers, et j'avais écouté un peu tout ça. Je suis d'un naturel curieux et je pense que ouais, c'est la plus grande force d'un graphiste, c'est ça, c'est la curiosité, parce que ça déclenche plein d'autres qualités. Et en fait, alors je sais pas pourquoi. Franchement, tu me redemanderais la même chose maintenant. Avec les compétences que j'ai maintenant, je le ferais volontiers, mais avec les compétences que j'avais à l'époque, j'étais fou, j'ai accepté. Je crois qu'il y avait une histoire de salaire aussi qui m'intéressait. Il m'a dit, ouais, c'est tant à jour. Ah ouais, j'avais jamais gagné ça. Et je crois que j'étais parti bêtement attiré par ce salaire. Et une fois sur le tournage, je flippais. Donc j'avais préparé ça dans ma tête, j'avais fait des documents. Qu'est-ce qu'il me faut sur le tournage, la position des éléments, la lumière. Faut que je récupère ça. Et donc j'avais tout noté. J'avais envoyé un petit mail au superviseur de chez Eddie si j'avais bien préparé les choses et tout ça. Il m'avait un peu guidé, rassuré et tout ça. Il me dit ouais, t'inquiète, mais ça va le faire, tu vas voir. Et me voilà sur un tournage avec des techniciens, caméramans, chef opérateur et tout. J'avais jamais mis les pieds sur un tournage. Et moi qui étais là au milieu de tout ça. Attendez, je dois prendre une HDR, du décor. Alors en plus, avec du matos pro, quoi. Une boîte à sucre, tu sais, les boîtes à sucre rondes pour faire une HDR avec les pieds. Ça suffisait largement, mais. Donc, et puis, fallait que j'ai un peu de prestance sur le tournage, parce que tous les gens avaient l'air d'être sûrs de ce qu'ils faisaient. Et si moi je doutais, il y avait les clients et tout ça, je voulais pas donner une mauvaise impression, quoi. Et au final, rapidement, il y avait un des patrons du studio de chez Cube qui me dit tiens, prends une image du tournage et puis essaye de mettre l'éléphant en 3D pour qu'il valide les proportions et tout ça. Et puis hop, je me suis mis sur un PC, et puis j'ai mis mon image de fond, j'ai fait mon truc, et après je me dis ouais, ça va le faire en fait. J'ai présenté ça, on a discuté, alors après on me dit mais alors faut bouger le décor, faudrait baisser le plafond et tout ça. Ah ouais, mais comment je vais faire ça? Alors panique au départ, puis après je dis ouais, mais en fait si, je peux faire ça dans Photoshop, ouais, en fait je vais y arriver. Et j'étais tout seul sur la prod en rendu, tu vois, tout ce qui est finalisation, il y avait un modeleur, un animateur. Et en gros, Cube ne me connaissait pas, je connaissais pas le studio. En gros, à chaque fois, faut faire un peu ses preuves. Et je m'étais mis sur un projet, mais voilà, on avait 2 semaines pour sortir 2 pubs, et alors c'était super court. Et à la fin, il m'avait quand même mis un renfort, une senior en rendu, Gaëlle, qui était super talentueuse, qui m'a appris Nuke au passage. Et elle m'a soulagé parce que j'ai dit voilà, c'est chaud, là j'étais tout seul sur les 2 pubs en rendu, en shading, en compo. Et ils m'ont dit ouais, on comprend, donc on va te mettre du soutien, et on avait fini les pubs à 2. Et je l'avais fait. Et ouais, encore maintenant je me demande pourquoi j'ai accepté ce truc là, mais je suis super content de l'avoir fait au final. Il y a plein de petites prods comme ça, en tout cas d'anecdotes que j'ai vécues en studio où je me suis dit allez vas-y, je vais dire que je peux le faire. Alors je mesurais quand même le risque, je me suis déjà vu des fois des soirs de me taper des tutos jusqu'à pas d'heure pour être sûr de réussir à faire le truc, mais en fait on s'aperçoit vite qu'on est quand même bien entouré, et dès qu'il y a un petit grain de sable dans les rouages, on a toujours quelqu'un qu'on peut appeler, et de plus en plus avec l'expérience, c'est qu'on a croisé 10 000 personnes. Donc ouais, lui en FX il était fort sur cette prod là avec qui j'ai fait, je vais l'appeler, tiens t'as pas un conseil à me donner pour faire ça, et puis voilà, quand on est dans l'échange, ça se passe super bien, toujours généralement. Donc c'est ce que je dis aussi aux étudiants, mesurer le risque, mais des fois il faut savoir aussi accepter des choses où on va se mettre un peu en danger. Mais il faut mesurer, parce que c'est vrai que sinon, si c'est la vautrade, le studio va se rappeler que de ça, et ça va pas être très glorieux. Attends, je vais rebondir là-dessus. Mesurer le risque, je te rejoins, c'est important pour pas se mettre dans des prods où vraiment on n'a rien à faire et on est l'imposteur. Mais ça permet aussi de se lancer des défis et d'aller sur des prods où certes t'es pas 100% légitime et t'as encore en fait une petite zone d'ombre, mais tu le décris très bien en fait avec ce tournage et ces différentes étapes. T'avais une espèce d'énorme nébuleuse et puis tu l'as déconstruit. T'as pris problème après problème, à savoir déjà le tournage, bon, rationnellement, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'avais un réseau, donc tu t'es aussi entouré, t'as demandé des conseils. Bon, premier problème,
a priori, ça va plutôt bien se passer. Et puis le deuxième, après, c'est sur la technique où progressivement, tu t'es posé des questions et puis question après question, tu déconstruisais ton problème pour au final réussir à sortir une prod où sur le papier, tu disais mais comment je vais faire et puis en fait, c'est ça, c'est décomposer un problème en prenant step by step, marche après marche, pour au final réussir à sortir une prod qui pour toi était assez inaccessible d'un point de vue Complètement. extérieur quelques semaines ou quelques mois auparavant. C'est ça. T'as d'autres prods comme ça et d'anecdotes à nous Celle-là, livrer c'est la plus belle. Hein. Elle est pas mal, j'avoue. Je me suis fait peur sur ça. Non, après, c'est vraiment d'anecdotes. Je vais avoir surtout. Alors j'en ai. Hein, j'ai travaillé pour les studios où justement, quand je disais la crème pour les hémorroïdes, où j'avais l'habitude de travailler dans les studios avec j'ai envie de dire, catégoriser les gens qui t'entourent dans un studio, des gens cool. Et j'ai travaillé dans l'habillage télé où justement il y avait donc la partie graphisme plutôt cool et puis la partie prod qui était peut-être un peu plus guindée en gros. J'appelais ça, j'ai l'impression d'être chez Canal+. Alors, sans jugement sur Canal+, hein, mais il y avait vraiment deux mondes qui m'ont séparé. Et puis un jour, je travaillais dans un petit studio qu'un mec avait monté. J'avais travaillé pour alors attention, un parfum qui fait maigrir, qui s'appelait Prends-moi, le nom du parfum. Donc déjà, tu arrives sur cette prod, tu dis c'est incroyable, c'est une blague. Et là, c'est le jour où c'est le client qui débarque valider le truc, où c'était une espèce de marâtre avec ses petites chargées de prod, piou, 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 où j'avais l'impression de vivre un sketch parce que c'était tellement cliché du métier de la pub où elle se posait. Alors, on aurait pu lui mettre un chat dans les mains qu'elle caressait comme ça. Et elles étaient 4 petites jeunes autour à lui faire que des compliments, à dire que des choses positives autour d'elle. Elle leur faisait chut, comme ça. Et moi j'assistais à ça, j'ai dit oh, c'est un sketch. Et donc on présente le produit final et elle donnait à peine son avis, elle le donnait toute là derrière. Là. Ah, moi je pense que ça c'est bien, ça c'est pas. Chut. Non, ça faudrait changer ça. Ah oui, elle se regardait toutes. Et je te jure, j'ai l'impression d'être dans Cendrillon, un truc comme ça. Et je me oh, mais où j'ai mis les pieds mais et ça me correspondait pas du tout. Par contre, ouais, ce milieu-là de la pub, ce côté très 99 francs, non, moi je veux travailler, je veux faire mon geek derrière mon ordi avec des potes. J'ai vécu, ouais, c'est ce que j'ai vécu, c'est ça, c'est que j'ai l'impression d'avoir touché un peu à tout. De la pub, de l'habillage, sur de l'habillage télé avec vraiment d'autres contraintes, d'autres langages aussi, j'ai travaillé dans une boîte de com où effectivement, où à chaque fois il faut s'adapter, essayer de comprendre comment fonctionne le studio, qui sont les interlocuteurs, la hiérarchie aussi, comment ça fonctionne, qui est plus respecté, qu'il faut écouter, qui il faut faire attention de ne pas froisser, avec qui c'est cool. Et puis après j'ai travaillé aussi donc, du coup pas mal d'années où je faisais quasiment j'ai fini avant d'être prof sur de l'alternance entre deux studios, un petit studio de pub qui s'appelle Supamonks qui est maintenant plus si petit que ça et Illumination MacGuff où j'ai fait quelques longs métrages et j'aimais bien osciller du coup de voir le fonctionnement long métrage où on a un poste bien défini où c'est un poste qu'on peut creuser se perfectionner dans un domaine en particulier et ce petit studio de pub où justement c'est plus de responsabilité, j'ai l'impression. En long métrage, on est noyé dans une masse de graphistes où voilà, la responsabilité elle est un peu diluée dans toutes ces équipes, tous ces graphistes. Et puis dans un petit studio, bah ouais, sur un projet t'es 5, donc ouais, t'es vachement responsable. Et puis sur un petit projet chez Supamonks, j'ai plus mon mot à dire, des choses à proposer et on m'écoute et ça aussi je trouvais ça cool de revenir aussi avec le contact direct sur le projet et dire ah qu'est-ce que tu penses de ça ou tiens on n'a pas d'idée ou le client n'a pas d'idée, il veut que tu lui proposes un truc et là tu fais ah cool, c'est moi qui ai aux manettes, c'est moi qui décide. Et ça c'est le côté cool aussi des petits projets, une ambiance vraiment plus proche avec le client, les chargés de prod et tout ça, il y a vraiment une autre ambiance. Et sur le long métrage, qui est cool hein, comme expérience aussi, mais je trouve que l'humain il est un peu plus dilué et on est plus dans de l'industrie
ce qu'on se disait tout à l'heure en off, et qui est plus... Voilà, après, moi j'aimais bien faire les deux, justement, d'alterner. Faire que du long, je pense que ça m'aurait usé au bout d'un moment. Faire que de la pub, c'est une autre usure, c'est toujours le rush, c'est toujours speed, toujours stressant. Et sur le long, bah, tu te poses un peu, c'est un peu plus calme, le stress il est moins... pareil, il est dilué aussi, il est sur des plus grosses périodes, mais moins intenses. En pub, c'est ouais, t'as 2 semaines pour faire la pub, la deuxième semaine, tu sais que c'est l'enfer, quoi. Donc ouais, j'ai pas de grosses anecdotes comme ça qui me viennent. Je t'ai sorti la plus grosse pour ma carrière, c'est celle qui m'a marqué le plus, mais ouais, j'ai bien aimé toucher un peu à tout, me faire une idée aussi de différents domaines. Ouais, pour aussi derrière trouver un peu plus ta place et Oui, puis complètement. à la fin, ce que tu racontes, c'est trouver un équilibre entre des grosses prods et des prods un peu plus petites où, Ouais, et effectivement, se faire une idée de sa carrière, de est-ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Comme toi, où tu t'es dit, voilà, moi ça m'intéresse pas, je veux aller dans cette voie-là. Et ben, au début, t'es un peu obligé d'être, entre guillemets, tout accepter parce que, de toute façon, tu sais pas trop ce qui se passe dans ce domaine-là. Et c'est ce que je les encourage à faire. J'encourage beaucoup les étudiants aussi à d'abord viser les petits studios, les petites structures, parce que je trouve que c'est vachement plus formateur que d'aller tout de suite sur des gros studios où justement tu peux vite t'enfermer dans un rôle alors que tu n'as même pas goûté un peu à tout cet univers qui est super riche au final dans le métier. Et je les encourage d'abord à être dans les petites structures, de goûter un peu à tout ça, et puis après justement je leur dis vous avez le temps de vous poser, goûter un peu aux petits trucs un peu rush, un peu speed, où vous allez apprendre plein de trucs et tout ça, et faites-vous un avis, et après je leur dis écoutez-vous, et c'est vous qui allez décider, hein. On n'est pas tous égaux, et on n'a pas les mêmes envies pour Non, nos non, puis carrières. c'est ça, comme tu dis, on est tous différents et quelque part, par rapport à notre profil à chacun, il y a une expression de la 3D ou un des domaines où on se sentirait un peu plus à l'aise. Pour certains, ce sera les longs métrages, pour d'autres, ce sera la pub. Pour d'autres, il faudra faire un jeu d'équilibre entre les deux Et puis et naviguer. et j'ai plein d'anciens collègues seniors qui font plus ce métier-là aussi, hein. C'est au bout d'un moment, ils ont fait le tour du truc et ils disent ouais, mais en fait non, ça me correspond plus. Et c'est souvent pour faire quelque chose de diamétralement opposé. Souvent on revient à des métiers manuels. C'est ce que j'allais dire. Je connais quelqu'un qui était vraiment super talentueux, super prisé, superviseur et tout ça. Et il a arrêté. Maintenant, il fait de l'ergothérapie, massage et tout ça, zen dans la campagne. Et c'est cool. Et j'ai plusieurs exemples comme ça, hein, de gens qui ont changé. Moi, je me suis posé la question à un moment aussi. J'ai des potes plus proches aussi. Ouais, tiens, je vais me remettre, je vais ouvrir un garage de mécanique moto, pimper de la moto. Enfin, voilà, des trucs vraiment où on revient au concret. Parce que notre métier est quand même très abstrait. On tourne sur du virtuel tout le temps. Et même moi, là, qui vient d'acheter une maison, là, quand je fais des travaux, bah, ça me fait du bien de faire des choses avec mes mains. Et je retrouve beaucoup de satisfaction aussi. Et ça fait du bien de revenir sur du palpable. Ouais, et de construire réellement et pas virtuellement en mettant Ouais, voilà. des briques et des cubes qui sont seulement visibles sur l'ordi. Et du coup, il y a beaucoup de seniors hein, qui parfois aussi arrêtent complètement. Mais c'est aussi parce que c'est un métier passion. Si la passion elle est plus là et que tu t'es écouté et que tu es venu en fait pour une certaine raison dans ce milieu, tu es aussi un peu plus conscient que dans d'autres boulots que tu peux changer de voie et que tu n'as plus Ouais. forcément ta place et que bah, du coup, il faut peut-être trouver une autre voie qui te plaît et qui t'anime comme ce avant quand tu es rentré dans l'animation. Et donc, bah, les gens sont peut-être un peu plus enclins à se reconvertir et accepter le fait que bah, il y a un temps pour tout et qu'ils ne font pas forcément toute leur carrière dans ce Oui. milieu-là si ça leur correspond plus. J'ai une question sur justement ces différents profils. D'après toi, à qui ça correspond ces gros studios par rapport à tes étudiants? Tu les invitais à tester un petit peu tout. Est-ce que malgré tout, quand tu les vois, tu arrives à distinguer certains profils qui sont peut-être un peu plus faits pour cette industrie du long métrage, par exemple? Non, pas vrai. Alors, te dire que s'ils sont faits plus pour de la petite structure ou des gros studios, je n'arriverai pas à le déterminer comme ça. Par contre, on arrive vraiment à déceler des postes de gens qui vont avoir un naturel à l'idée,
à prendre en charge les choses, à être carré, organisé. Ça ressort assez bien. Et certains profils qui sont plus exécutants, ou qui n'aiment pas trop prendre des décisions, ou c'est pas dans leur naturel. On a quand même une part d'étudiants qui est quand même très introvertie, hein. C'est quand même un domaine où il y a quelques gros timides. J'étais très timide aussi, étant plus jeune. Et ceux-là, on essaye justement, des fois, de les prendre à part, de dire allez, je sais que c'est dur, mais souvent ça a lieu au conseil de classe, où on leur met une petite appréciation. Tu es trop discrète, essaye de communiquer, d'être plus dans la communication, viens me parler, je veux pas te manger, ou n'aie pas peur. Et c'est vrai que ce genre de profil-là, on les imagine peut-être plus sur du long métrage, parce que on leur demandera moins leur avis, c'est pas qu'on leur demandera moins leur avis, parce que sur le long métrage, on m'a déjà quand même demandé mon avis, mais en gros, on va moins aller te chercher. Si t'as pas envie de parler et que tu veux faire juste ta tâche dans ton coin, bah, tu peux le faire sur du long. Sur une petite pub, c'est plus compliqué. D'avoir quelqu'un qui est dans son coin, à pas échanger avec les autres, j'ai jamais vraiment eu le cas sur de la pub, mais j'ai envie de dire que c'est incompatible. Faut être réactif, faut échanger, faut que ça bouge, quoi. Sur des petits projets, on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Sur du long, voilà, on pourra laisser un profil plus casanier, plus introverti dans son coin sans trop le déranger. Et c'est la discussion que j'ai eue avec un de mes étudiants il y a très peu de temps. Je lui ai dit là, il faut que tu fasses l'effort de communiquer avec ton équipe, et surtout que tu vas te confronter aussi à des entretiens d'embauche, va falloir rendre des comptes à des leads, à des superviseurs. J'ai dit, au bout de quelques années, tu pourras te refaire ton petit cocon dans ton coin, mais au début, tu vas être confronté à ça, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort, quoi. Ouais, mais ce qui est assez dur, comme tu dis, pour des profils dans cette voie-là qui sont majoritairement introvertis et pour qui c'est très dur de prendre sur soi et d'aller vers les autres. Oui. Évidemment, il y en a quelques-uns des extravertis, mais comparé peut-être à d'autres filières dans les arts appliqués et encore plus dans la 3D, il y a un peu quand même le stéréotype qui continue, oui. à savoir le geek qui parle pas trop, assez introverti et timide. Oui. Et malgré tout, c'est pas que un stéréotype. Non. C'est ça. T'as des gens assez timides et qui ont du mal à s'exprimer et à prendre de la place et un petit peu s'imposer, ce que font des extravertis de manière beaucoup plus naturelle. Voilà. Et on travaille là-dessus, hein. On essaye justement d'année en année de leur imposer un oral de présentation d'un projet, où moi je les fais participer aussi en classe, où critiquer le travail des autres, le collectif. Et puis celui qui parle jamais, à un moment je l'interroge, je dis qu'est-ce que t'en penses toi? Et vraiment avec une approche, c'est pas une interrogation, c'est vraiment Non. il faut que tu me donnes ton avis, il faut que j'arrive aussi à voir si toi t'as le bon avis, le bon œil, comment tu réfléchis ce travail-là. Donc là, sur plusieurs années, on arrive à en récupérer plus, enfin on arrive à en déverrouiller quelques-uns, et le gros du travail, c'est quand on commence à les mettre en équipe. C'est là où il y en a qui sont tétanisés et du coup ils sont bloqués encore plus et ils se renferment. Et dans ce cas-là, on les décèle et on essaye de travailler avec eux là-dessus. Ou justement, ils s'aperçoivent que sur un premier projet en équipe, ça a mis un peu à défaut le travail parce que j'ai pas assez communiqué. On fait un petit débrief en fin de troisième année sur leur première expérience d'équipe. Et il y en a qui prennent conscience et oui, c'est vrai que j'ai pas montré mon boulot, j'ai pas trop participé aux échanges et c'est vrai que ça a mis à défaut sur la qualité. On aurait pu aller plus loin si j'avais un peu plus participé. Si soit c'est eux qui en prennent conscience, soit on leur dit. Et après, sur leur film de fin d'études, justement, il y en a qui se forcent un peu, et puis on dit rappelle-toi, tu te rappelles? Oui, je vais faire un effort, et puis ils sont très encadrés, donc nous, on veille à tout ça, et au bout de 4 ans, on les connaît, j'ai envie de dire presque par cœur, ça serait présomptueux, mais on les connaît bien. On connaît un peu leur tempérament, leur caractère, et on sait un peu par où les prendre, ou essayer aussi de pallier encore aux petites lacunes lacunes sociales des fois qu'ils peuvent avoir. Oui, puis c'est ça, de les suivre pendant tant d'années, tu les connais beaucoup plus personnellement et tu es aussi un peu plus au fait de leurs forces et de leurs faiblesses et tu es aussi capable d'aller chercher justement ceux qui ont encore des grosses faiblesses au bout de 4 ans, à vraiment les inciter, à mettre le doigt dessus pour les inviter en fait à bosser ce trait-là qui peut leur nuire ensuite par la suite en production. Comment t'aides quelqu'un pour qui vraiment c'est pas naturel de bosser en équipe? Comment tu l'aides à appréhender ça et à bosser sur lui?
qu'est-ce qu'il faut faire pour, je sais pas, une nana ou un mec qui a 19, 20 piges et tu le mets en équipe et ça part toujours en live et vraiment il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à bosser avec d'autres. Alors que techniquement, ça suit, alors que il y a assez de communication, mais je sais pas, ça matche pas avec un groupe et en production. Ah bah alors ça, ça arrive souvent, ça matche pas. Voilà, on a toujours des fois des petits clashs dans les groupes, et ça c'est intéressant à gérer. Cette année, on en a un peu trop, donc c'est fatigant. C'est aléatoire en plus. Comment j'accompagne Alors déjà, ouais, on accompagne, on essaye d'avoir une cohérence collective avec toute notre équipe de profs. On se réunit souvent, et souvent à la pause, on parle de tel élève, de tel projet, Bon, des fois on parle d'autre chose, mais généralement la pause, c'est un peu la pause réunion, quoi. Tiens, oui, tiens, j'ai vu tel élève, il a un problème. Et on essaye d'avoir cette ligne de conduite où on est à peu près raccord sur nos idées, nos points de vue sur le métier, sur la formation. Et on essaye de chacun. Des fois, on dit tiens, il faudrait que tu ailles voir. Toi, ce serait bien que tu ailles voir. Tu vas savoir lui parler, ou il a besoin d'entendre d'un retour de toi, ou ouais, je suis inquiet, il a l'air d'être enfermé, il faudrait aller le sortir un peu de tout ça. Donc l'idée, c'est qu'on travaille vraiment tous ensemble avec mes collègues là-dessus. On s'alerte vite dès qu'il y a un problème, et puis après, ça va être... alors je vais rarement tout de suite aller voir un étudiant et lui dire ah, faut que tu parles, machin. Alors, au début, souvent je passe des messages comme ça un peu collectifs. C'est une espèce de présentation où je raconte des fois des anecdotes, des banalités, la réalité de la prod, du métier, qu'est-ce qui vous attend, et je le dis à tout le monde. Après, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Et puis, des fois, je vais cibler, je vais aller sur une équipe, et puis je vais leur dire, ah, faut que vous communiquiez plus. Et en fait, je lance un message. Même des fois, c'est en connivence avec un membre de l'équipe qui est venu me dire, ah, c'est chaud, on n'arrive pas à échanger avec lui. Je dis, bon, écoute, je vais venir, et puis on va voir. Et puis, ouais, je balance un truc un peu général pour un peu amorcer le terrain. Et puis, des fois, ça suscite des réactions. Donc l'élément en question va venir me parler, me dire ouais, je sais que tu me parlais à moi, ou je sais que ça fait défaut, et puis bah on parle, et puis du coup c'est cool. Après, quand on en est là, justement, au début c'est un peu général, puis après j'arrive à en gros resserrer le problème autour de l'individu, et puis bah il y a des fois où je suis un peu plus frontal. J'arrive, je dis excuse-moi, faut que tu viennes avec moi dans la salle d'à côté, faut qu'on parle. Il y a un problème avec ton équipe, ça fait voilà, ils se plaignent de ça. Moi, j'aimerais bien entendre ta version. Pourquoi qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu t'en rends pas compte? Bref, vraiment essayer d'échanger, de mettre le doigt sur ce qui va pas, et puis essayer de l'échanger, quoi. On a eu, voilà, cette année, on a eu quelques problèmes d'équipe. Et à chaque fois, là, je crois que c'était il y a 2 mois, je crois que j'ai passé un mois, je crois que je les voyais, c'était réunion de crise. Donc au bout de leur salle, ils ont une table de réunion au bout d'un couloir, là, et on se met là, et je dis bon bah hop, je veux voir toute l'équipe là. Alors des fois c'est toute l'équipe, des fois c'est un conflit entre 2 étudiants. Et puis bah, on essaye, tant bien que mal, de tirer en gros Voilà, j'aime bien entendre la version de chacun, parce qu'effectivement dans un conflit il y a toujours 2 versions. Et puis après, j'essaie tout d'abord qu'ils se disent les choses entre eux. Je suis témoin, je suis là pour éviter que ça s'envenime trop, ce genre de choses. Je les incite aussi à se dire les choses poliment et régulièrement, parce qu'en fait souvent c'est ça, c'est qu'ils se disent pas les choses, ils accumulent, puis après la petite broutille fait péter la clopette minute, et ça part en cacahuète. Mais d'abord ils essayent eux, s'ils y arrivent pas, s'ils s'écoutent pas, s'ils sont pas d'accord, moi je prends les retours de chacun, et puis après c'est moi qui fais, moi ou un de mes collègues, alors souvent c'est moi, qui fait un peu la médiation en disant bah ouais, alors ça je trouve que c'est normal, ça je trouve que c'est pas normal, alors attention, oui t'as raison, mais par contre formule-le autrement, parce que c'est vrai que si moi tu me parles comme ça en prod, bah, je vais pas bien réagir, même si t'as raison. Et, et c'est ouais, c'est intéressant, parfois compliqué. Et dans la majeure partie du temps, j'en reviens. Alors, c'est peut-être pas, si ma femme écoute, dire, bah, tiens, applique ça aussi à toi, ça serait pas mal. J'en reviens souvent à la communication. C'est des problèmes de communication généralement. Du coup, je me suis un peu éloigné de ta question première, mais en gros, c'est c'est ce que je disais aussi sur l'aspect, l'image qui renvoie.
Notre métier, sans communication, les projets sont problématiques. Quand on communique, on pallie à plein de problèmes, on anticipe des choses, on échange, on se soutient. Et c'est vrai que nous, on le voit, hein, maintenant ça fait 6 ans que je suis prof, euh, des équipes de films où il y a une espèce d'harmonie, une même ligne de conduite, une rigueur et tout ça, les films vont plus loin, et techniquement et graphiquement. Et une équipe où il y a des conflits, où les gens travaillent sans s'écouter, sans échanger, et ça se ressent dans la qualité du film à la fin. Et ça, on leur répète tous les ans, mais bon, ils se confrontent aussi à ça, hein, c'est une expérience. Je leur dis, hein, puis, c'est ce que je leur dis aussi, je dis, vous n'êtes pas obligé d'être amis. Je dis, là, quand vous êtes en prod, vous travaillez, c'est pour un projet, c'est pour votre projet. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas obligé de vous parler. Mais par contre, quand vous êtes ensemble, il faut être pro, quoi. Et on essaye à les former à ça, aussi à la réalité de ce qui les attend. Et puis, comme tu le dis très bien, communiquer, c'est pas parler pour parler, mais c'est peut-être mettre un peu son ego de côté, réussir à avoir un Oui, ton qui est un peu plus factuel et moins porté sur l'émotion, où en fait les mots vont des fois un peu plus loin que la pensée, et réussir en fait à se dire les choses dès que peut-être pas forcément dès qu'on les pense, mais en tout cas au bon moment, pour pas que ça s'accumule et que t'aies pas cet effet cocotte minute. Et toi, quand tu arrives un peu en arbitre ou en médiateur, au moins de tout reposer et de oui. soulever les non-dits, ça repose toutes les cartes à plat et au moins tout le monde joue avec le même jeu. Alors après, t'es pas forcément d'accord, même si en fait les choses sont dites, mais au moins ça brise beaucoup de tabous et de non-dits qui en fait enveniment à chaque fois ces situations et qui font que les équipes explosent et que tu arrives à des crises à devoir faire arbitre, carton rouge, carton Ah ouais, orange. c'est un peu ça. Puis au final, comme ils sont tous au même niveau, c'est dur d'avoir Bah la oui, critique de ton forcément. camarade de classe. Tu dis, bah oui, mais attends, toi, t'es qui pour dire ça? Donc c'est pour ça qu'à un moment, quand moi j'arrive ou quand un autre prof va dire, bah si, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, ah, mince. Oui, bon, alors si le prof appuie, c'est que peut-être que derrière, c'est quand même aussi à prendre en compte, même si c'est dur des fois à entendre. Et puis pareil, encore une fois, je leur dis, vous êtes tous différents, vous n'avez pas tous les mêmes compétences, vous n'avez pas tous la même façon de travailler. Je dis, bref, et puis pareil, quelqu'un qui est, alors j'aime bien moi quand ils sont plutôt rigoureux, autonomes et tout ça, mais effectivement après ceux-là, des fois ils sont un peu durs avec les autres et Mm-mm. du coup je les prends à part et je leur dis, ouais, mais tu sais, il faut que tu aussi te dises que tout le monde n'est pas aussi productif que toi, tout le monde n'est pas aussi, peut-être juste, il y en a, il leur faut plus de temps. Je dis, tu peux pas leur imposer de travailler à ton rythme. Et du coup, c'est aussi à toi de faire un effort de travailler avec les profils de ton équipe. Et c'est souvent en plus ce genre de profil que j'imagine bien lead et tout ça. Je dis en plus, tu vois, si jamais un jour tu as des responsabilités, des graphistes à gérer, tu pourras pas leur imposer tout le temps ta vision des choses à toi. Et il va falloir que tu composes et justement essayer de tirer le meilleur de tes équipes en sachant leur parler, les motiver et tout ça. Et, donc là, c'est autre chose. Je dis, c'est du management. Mais c'est tout aussi intéressant, quoi. Mais leur faire prendre conscience qu'en fait, c'est pas parce que t'es à fond, t'es un cadre, t'es fort, que tout le monde est comme ça et que dans le métier, je dis en studio, tu connais pas les gens, tu connais pas leurs capacités et il faudra que tu composes aussi avec ça, quoi. C'est clair, mais pour ça, il faut le vivre et ça sert aussi à ça les projets d'école, se confronter humainement et à un moment, parce qu'on se confronte en fait à un obstacle, en tout cas à des difficultés, être un peu plus ouvert en fait à apprendre et à être éveillé sur ces sujets, à savoir de communication, mais aussi de management pour vraiment collaborer tous ensemble et pas foutre des coups de cravache à tes coéquipiers alors que en réalité, chacun a ses vies, son emploi du temps, certains doivent bosser à côté, et donc on peut pas forcément mettre la C'est même ça. charge de travail sur des projets étudiants comme ça. J'avais une question sur peut-être un peu plus une vision d'ensemble des étudiants et des biais qu'ils peuvent avoir et que tu essayes un petit peu de briser. Est-ce que certains ont des idées un peu préconçues qui en fait leur faussent un petit peu la vision du milieu ou de leurs propres compétences et du coup, avec l'équipe pédagogique, vous essayez un peu de vous battre contre ça. Oui, alors généralement globalement on est assez suivi sur notre façon de voir les choses. Toute l'équipe pédagogique, on arrive quand même à amener la majorité des étudiants là où on veut, avec l'état d'esprit qu'on souhaite. Mais effectivement, il y a toujours quelques profils. Alors souvent c'est dès la première année des gens qui ont déjà par exemple de leur côté touché à de la 3D ou qui ont des idées préconçues de tel ou tel logiciel.
ou qui veulent griller les étapes. Voilà, c'est peut-être la problématique qu'on rencontre le plus, c'est ceux qui veulent griller les étapes. Ils veulent, voilà, dès la première année faire des explosions en FX et tout ça, sans savoir modéliser une tasse. J'adore. Et c'est souvent, et c'est normal, hein, justement. Et ce qui est bien, c'est que c'est un peu la fougue de la jeunesse et tout ça. Et alors souvent, ils voient ça comme une espèce de castration ou de frustration. Enfin, on a l'impression de les priver vraiment d'un truc et leur dire non, calme-toi, fais d'abord les basiques, fais-nous. En fait, ouais, c'est ça, c'est fais-nous confiance. Si le programme il est construit comme ça, c'est qu'on y a réfléchi. Il y a des tenants, des aboutissants, des cohérences. On essaye des fois de ne pas vous noyer sous trop de notions, parce que ça c'est pour plus tard. Et puis effectivement, je leur dis, pour aborder les FX, il faut déjà être solide techniquement sur plein d'autres aspects. Et si on vous mettait ça tout de suite dans les mains, alors peut-être qu'il y en a qui s'en sortiraient, hein, mais le programme est construit d'une certaine manière. Il y a une espèce de cohérence, et faites-nous confiance, et ne grillez pas les étapes. Et c'est souvent le problème qu'on rencontre, c'est ouais, mais là j'ai eu un problème là sur un exercice. J'ai pas explicitement dit que je voulais pas qu'ils utilisent un logiciel. Et puis j'ai vu que certains l'avaient utilisé, et puis en fait les certains se sont transformés en une vingtaine d'étudiants, et en soi j'ai compris leur démarche. Je leur ai dit faut qu'on se parle, parce que là ça va pas, vous respectez pas les règles du jeu, et je suis pas vraiment content, et faut qu'on se dise les choses, parce que moi j'ai besoin d'avoir confiance en vous, et je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Et donc ils sont venus, ouais, mais avec tel logiciel on peut faire ça, ça c'est mieux, ça c'est plus rapide. Il y en a un notamment qui m'expliquait un peu tous les bénéfices, alors pour pas le citer, c'était Substance. J'ai dit, mais oui, mais Substance c'est un super logiciel, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit, puis continue pas à m'énumérer toutes les qualités, parce que je les connais, enfin, il n'y a pas de souci. C'est juste, c'est que moi je dois valider vos compétences sur d'autres aspects. Alors certes, avec des outils qui sont peut-être moins productifs, moins qualitatifs et tout ça, mais moi j'ai besoin d'être sûr que vous avez compris ces choses-là, et visuellement je dois les retrouver dans vos exercices. Et si vous utilisez Substance en l'occurrence, je ne sais pas si vous l'avez fait intelligemment ou si vous avez utilisé des choses préfaites. Et là, dans ce cas-là, moi je ne peux pas évaluer votre niveau, et je peux pas. Donc ça c'est un exemple, mais en gros voilà, vous grillez pas les étapes. On essaye un peu de freiner sur pas mal de choses pour être sûr que les acquis basiques sont maîtrisés. Et souvent, ils en oublient la finalité, qui est le travail en collectif et en prod, et l'image qu'ils vont aussi, encore une fois, on va parler d'image, mais leur façon de travailler, ça en dit beaucoup sur eux. Et j'ai encore eu la discussion hier avec un de mes collègues et un étudiant. En termes de méthodo, on a mis les mains dans une scène, et en termes de méthodo, il n'y a rien de ce qu'on a appris. Et ça va pas du tout. Donc d'un côté, on a un de son équipe qui est en train d'optimiser la foule. Il travaille sur de la foule, donc il essaye de générer de la foule que dans la caméra pour éviter que la scène soit trop lourde. Donc de son côté, lui, il optimise. Et de l'autre côté, le gars qui a fait la modé, il a bourré de polygones et tout ça, au lieu de faire du displace, une modé allégée pour pouvoir que la scène soit viable. Et hier, on est encore là-dessus, hein, qu'il est en fin de 4e année, on est en train de lui dire écoute, en fait, t'as pas compris comment on travaillait, et regarde ce que t'es en train de faire. D'un côté, t'as ton copain qui optimise pour que vous puissiez avancer, et vous, de votre côté, vous optimisez pas, ce qui fait que tu ouvres une scène, tu perds 5 minutes à l'ouverture, tu lances un rendu, il faut attendre encore 5 minutes pour que le rendu se lance. Puis en termes de productivité, vous perdez tout, et en fait, voilà, je lui dis en 4e année, on est obligé encore de te fliquer. Et ça, en prod, on va te le reprocher. Je dis, quand un lead il va te demander pourquoi tu as fait ça, il va falloir le justifier. Hein. Pourquoi ta modèle est toute dégueulasse, pourquoi tu as mis tant de polygones là-dessus. Ah, donc j'espère, pris conscience un peu du truc. En fait, on les forme à la prod, et chaque chose en son temps. Et justement, voilà, là où je veux en venir, c'est que des acquis basiques non maîtrisés, t'as beau voilà, avoir tous les super outils et tout ça, si la logique, la construction de ton travail, elle est en dépit du bon sens, t'as beau être super fort, mais le jugement, il sera que négatif, quoi.
C'est clair et tu le dis très bien, en dépit du bon sens, à savoir, il faut déjà savoir pourquoi on le fait et pour quel but et pour quelle production et mettre un petit peu son plaisir de côté Ouais, et ça ouais. sert à rien de se faire plaisir sur une modé de fou furieux si c'est un tout petit perso dans une foule, heu, qui au final mettra beaucoup plus de bâtons dans les roues pour le reste de la production, et il faut mettre son plaisir de côté. Et puis même sur ces étapes, d'apprentissage que tu décris, c'est derrière être sûr que même si les logiciels changent et de toute façon ils changeront, ce truc-là que tu as appris, tu pourras toujours le retranscrire et qu'importe en fait les nouveaux outils qu'on te mettra dans les mains. Mais si tu es un petit peu comme un con à maîtriser Substance et que demain on te met un autre logiciel, si tu sais pas pourquoi tu le fais et comment ça s'est fait comme ça et comment Substance même a pensé son logiciel en enlevant certaines étapes pour justement te faciliter la tâche, demain tu es totalement perdu sur un autre soft parce que tu n'as pas déconstruit en fait ce qu'il y avait réellement derrière, d'où ces étapes en fait qu'il faut pas griller. Je te le rejoins totalement, sinon t'es perdu sur C'est la suite. ça. Euh, J'espère que vous écoutez bien, il n'y a pas que moi qui le dis. Et justement, je vais rebondir là-dessus sur ces évolutions qu'on observe depuis que la 3D existe, en fait, qui vont très très vite. Euh, j'ai du mal à formuler ma question, mais ça vient. Tout évolue très très vite, à Oui. savoir les logiciels, la technique, les productions. On a pas mal évoqué dans les épisodes précédents que qu'importe en fait cette technique-là, est-ce que c'est pas plus important d'apprendre à apprendre pour derrière être totalement autonome et comment dans ces cas-là tu les formes à apprendre à apprendre? Et ben, tu viens de décrire le principal but de notre métier en tant qu'enseignant dans l'école d'animation. Et c'est ce que je leur dis aussi, c'est qu'au final, c'est qu'on les forme à s'auto-former. C'est pas tant au début, on les forme sur les basiques, mais notre objectif vraiment premier dans cette industrie-là, c'est de savoir s'auto-former parce que si tu sais pas te former tout seul, t'es perdu, t'es vite dépassé. Donc tout évolue très vite. D'ailleurs, c'est moi depuis que je suis prof là, ces 6 dernières années, j'ai l'impression que ça explose. Toutes les techniques, les logiciels et tout ça. On est avec un collègue, on est fou, on dit putain, j'ai envie de revivre. On devrait avoir leur âge. Je dis oui, vous avez de la chance. Tout ce qui se passe autour de l'industrie, les outils que vous avez à votre portée, c'est génial. Donc tout évolue vite, c'est cool. Alors c'est quoi la question de base? Comment tu les aides à apprendre à Ah oui, apprendre? apprendre à apprendre. Euh, c'est c'est difficile à définir. Parce qu'on se dit pas, tiens, aujourd'hui on va faire un cours de comment se former sur un logiciel. C'est plus dans la philosophie, l'approche. Euh, en plus, on leur rabâche, puis toute l'équipe pédagogique, on vit tous la même chose, donc on leur dit que de toute façon, la réalité, c'est faut toujours se former, être toujours aux aguets. On essaye, nous, d'être aux aguets aussi, un maximum, et à leur écoute. C'est-à-dire que nous, on essaye de leur amener, ah, tenez, regardez, maintenant, l'année dernière, on faisait pas ça, mais regardez, cette année, on a mis ça en place, on peut faire ça, comme ça. Et on essaye d'être toujours avec pas toutes les dernières nouveautés, mais un maximum, d'essayer sur les dernières techniques, d'être toujours un peu dans l'air du temps, leur montrer que voilà, c'est pas parce que l'an dernier on avait un nouvel tel outil, cette année on en a un nouveau qui est encore mieux, où on peut faire de nouvelles choses, mais se dire ouais, mais t'es un ancien, il y avait des trucs intéressants quand même. Et de leur montrer qu'en fait, ce qu'on leur apprend, il n'est jamais figé, et c'est surtout dans le discours, hein, en fait. C'est pas tant dans les cours, c'est vraiment dans notre discours où si on leur rabâche que ouais, bah, y a encore un nouveau truc à apprendre, et, euh, et continuellement on leur dit que c'est la réalité du métier. Moi dans mon discours quand je leur dis bah, pourquoi vous avez utilisé Substance, moi je vous appreniez les bases, effectivement c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est par souci de... Je dis comment tu fais toi demain, il y en a qui me dit ouais mais en stage on nous demande de connaître Substance. Je dis très bien, et je dis puis demain tu changes de studio et le studio n'a pas les moyens de se payer les nouvelles licences de ce logiciel là, tu fais comment? Ah, je dis voilà. Et donc effectivement, ça évolue trop vite. Ça évolue très vite, mais les basiques en tout cas du métier, ils évoluent pas tant que ça. Savoir modéliser, savoir animer, ça va pas se révolutionner. Le mouvement, il change pas. Les outils pour te permettre de le faire, oui, ils vont évoluer. On va pouvoir aller plus vite, on va pouvoir aller plus loin. Il y a des trucs qui vont être automatisés, il n'y a pas de souci. Mais le savoir, l'observation, c'est ça, ça bouge pas.
savoir comment réagit un matériau à une lumière, pourquoi ça fait ça, pourquoi ma lumière elle est pas bonne, pourquoi il me faut plus d'ombre à tel endroit, quelle ambiance je veux retranscrire. Ça, c'est pas un logiciel qui va le faire. Alors si, ce que je leur dis là, quand vous prenez dans les moteurs de rendu, la Physical Sky et tout ça, je dis bah c'est bien, c'est que vous allez tous avoir le même rendu. Aucune patte, aucune âme dans votre rendu et quand ils me mettent ça, j'ai dit oh, je vous l'ai montré, mais en gros je veux pas que vous l'utilisiez. euh, et en fait, les fondamentaux, ils évolueront jamais. Les peintres de la Renaissance, ils observaient la lumière. Il n'y a pas une nouvelle technique qui fait que la lumière, on l'aperçoit mieux. Enfin, il faut toujours l'analyser, la regarder, la digérer. Je vais juste tacler mon ami Sylvain Nouveau qui dit oh, maintenant, pour faire une mauvaise image, il faut y aller. En fait, c'est ce que je pensais au début, parce que je faisais des cours sous Mental Ray, un vieux moteur de rendu, où je dis ouais, ils apprennent à la dure, et après, on fera du renderman. Donc maintenant, j'ai revu ma philosophie, on fait du renderman, parce qu'il faut quand même digérer le moteur de rendu sur plusieurs années. Et c'est ce que je me disais, je dis, bah, maintenant je leur dis, et la première année que j'ai fait ça en première année, je dis, bon, maintenant vous avez Renderman, je vous donne tout. Avant je disais, ouais, je vous donne, vous apprenez à conduire la mobilette, puis demain je vous donnerai les clés de la Ferrari. Et la première année où j'ai fait du Renderman, en première année, j'ai dit, bon, je vous laisse les clés de la Ferrari, mais attention doucement, ça peut partir, je ne vais pas vous retrouver dans le fossé. Et au final, donc, ouais, ce que Sylvain disait, il dit, ouais, maintenant il faut vraiment y aller pour pas faire une belle image. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc oui, en tant qu'outil, il faut vraiment y aller parce que tout est physique, il y a plein de choses qui vont faire évoluer nos images graphiquement, mais si tu n'as pas la maîtrise de ce que tu veux faire, ne serait-ce que dans le choix de tes couleurs, ne serait-ce que dans ton cadrage, ne serait-ce que dans l'orientation de ta lumière, dans le réglage de tes matières, et ben moi, Sylvain, je te certifie qu'en première année, même avec des super outils, il y en a qui me font des trucs très moches. Et donc voilà, l'évolution des techniques c'est bien, mais justement ce qu'on essaye de leur apprendre aux étudiants, c'est de ne pas oublier les basiques. Et les basiques, quand ils sont solides, voilà, on peut bouffer n'importe quel logiciel, on peut se faire une série de tutos, voilà, un week-end, et puis le lundi, tu connais un nouveau logiciel, après il faut la maîtrise. Mais en gros, on leur dit que de toute façon, ce métier-là, il est infini, quoi. Il évoluera tout le temps. On leur dit que nous, on continue d'apprendre. Et justement, le truc que je voulais. Donc nous, on essaye de les pousser et d'essayer de suivre un peu l'évolution, mais des fois, c'est même eux, les étudiants, qui nous poussent sur des techniques, sur des technologies. Au début, on dit oui, oui, attends, on va regarder, on va voir. Et puis, en fait, après, en plus, on est plusieurs écoles, donc des fois, on s'appelle, on s'entretient tous ensemble, et puis on se dit ouais, c'est vrai que maintenant, ils demandent beaucoup ce logiciel-là, et puis c'est vrai que maintenant, il est très utilisé, donc le fameux Substance, par exemple. Donc, ils l'utilisent, mais voilà, on le bouffe comme en troisième et quatrième année. Et c'est des fois, ouais, c'est eux qui nous poussent à aller. Donc en ce moment, c'est le traitement d'image en ACES. Le sujet du moment rendu, là, c'est le format d'image. Enfin, la dynamique de l'image. Et voilà, du coup, nous, on était un peu récalcitrants parce que c'était toute notre organisation, c'était un peu compliqué à mettre en place. Et au final, on y est venu petit à petit, avec des groupes qui faisaient un peu le forcing. Et bon, allez. Et puis j'ai mon collègue Christophe qui adore tout ce qui est nouvelle techno et tout ça. Donc lui, il y va les yeux fermés, il les accompagne. Mais voilà, on y va doucement et puis on teste avec un groupe qui avait vraiment envie de le faire. Et puis on verrouille et puis on valide, on voit ce que ça nous a apporté, si c'était du plus, si c'était du moins, si c'était dur à gérer, bien géré. Puis après, c'est des choses qu'on peut voilà, étendre aux autres groupes. Puis après, ça devient un standard de notre formation. Donc on essaye d'être vraiment dans l'échange. Nous, on essaye de les pousser, de leur apprendre tout ce qu'on sait, et puis bah, eux, des fois, essayent de nous pousser aussi sur des envies qu'ils ont, et des fois, c'est nous qui les suivons. On dit, ouais, vas-y, on vous suit, on y va. On essaye de le faire ensemble. Et ça, c'est cool aussi. Quand on arrive là, sur la quatrième année, et qu'on a vraiment l'impression de travailler avec eux et faire presque partie de leur équipe, ben, c'est super agréable, quoi. Ouais, bah, forcément. Et puis, tu as, dans ces cas-là, un vrai échange avec eux. Ouais. T'es plus seulement, ça va plus dans un sens, c'est-à-dire que c'est toi qui les alimentes, mais eux aussi, ils arrivent à t'alimenter. Oui. Et du coup, il y a vraiment cette construction qui s'opère. C'est intéressant, tu as vraiment cet effet miroir, à savoir que même toi qui as des années d'expérience, tu leur dis, mais je continue encore d'apprendre. Et il y a tellement de choses à apprendre que ne vous dites pas que la formation elle est terminée à la fin de l'école, mais vous continuerez de vous former perpétuellement. Mais pour ça, il faut
toujours cette base vers laquelle on va se raccrocher pour Oui, continuer en fait de développer de nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, elles sont pas faites par hasard. Elles sont forcément en lien avec soit justement des limites, mais aussi justement des failles qu'ils essayent de pallier ou rendre des process un peu oui, moins laborieux et de faciliter le workflow des artistes pour être un peu plus dans ce côté instantané et moins laborieux que la 3D de base à de manière intrinsèque. Il n'y a pas de hasard dans la 3D. D'où cette image belle, elle n'arrive pas dans le claquement de doigts, mais il faut quelques bases pour quelques réussir notions, oui. à mettre tout ça en place. Je vais finir avec ma dernière question. On a pas mal parlé de spécialisation et de généralistes et des studios en fait et des écoles surtout qui poussent énormément en fait leurs étudiants à se spécialiser. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus et qu'est-ce que tu conseilles en fait à tes étudiants qui soit sont perdus quand ils doivent se décider dans une spécialité ou au contraire qui veulent se spécialiser bien trop tôt, à savoir en premières années, ils veulent faire que des créatures. Je pense à Gaël en l'occurrence que j'ai eu Ouais. un peu plus tôt. Euh, alors, encore une fois, c'est un métier qui est tellement pluridisciplinaire que tout le monde peut y trouver son compte. Nous, la philosophie de l'ESMA, c'est qu'on essaye de garder un tronc commun sur les 2 premières années généralistes, où on les attend sur toutes les matières, on les oblige à s'intéresser à tout, à écouter tout. Et c'est un peu les bases. Et à partir de la 3e année, justement, on fait, c'est pas vraiment une spécialisation, on appelle ça plutôt dominante, où ils vont appuyer plus sur il y en a qui n'aiment pas du tout faire du rendu, du compo, l'image et tout ça, ils veulent faire plus tout ce qui est, je sais pas, du rig, de l'animation, ils vont aller plus vers cette dominante-là. Et à l'inverse, il y en a qui n'ont aucun feeling avec l'animation, ça fait 2 ans qu'ils souffrent à en faire et ils veulent arrêter. Par contre, ils veulent aller à fond sur du shading, du lighting, du compo, et donc ils vont faire cette autre dominante. Puis après, on leur ouvre les FX aussi en 3e année sur du Houdini. Euh, donc là, on leur donne la possibilité de se spécialiser, en gros, d'appuyer plus sur une dominante, parce que encore, c'est pas juste faire du lighting, c'est pas juste faire du shading, c'est voilà, un petit package de matière. On dit voilà, je veux plus travailler l'image, je veux plus le mouvement, en gros. Pour nous, au final, ça nous aide aussi à fabriquer, en tout cas, à constituer des équipes cohérentes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a, on a 2 dans cette équipe-là qui vont plus se charger du rig, de l'animation. Eux, ils vont s'occuper voilà, du shading. Un qui est plus doué en modé, donc lui, il nous faut un bon cara designer sur ce film-là. Sur ce film-là, il y a beaucoup de FX. Il faut qu'on en prenne au moins 2, qu'on fait la dominante Houdini. Donc ça, c'est un côté pratique pour nous. Après, la demande on est quand même beaucoup lié à la demande de l'industrie, en tout cas de notre métier, et à ce à quoi les étudiants vont accéder plus tard. Donc on est beaucoup à l'écoute là-dessus aussi. On se renseigne beaucoup auprès des studios, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui fait défaut chez nos étudiants. Enfin, en gros, on essaye quand même de se regarder un peu sur leur vie après et comment sont perçus les étudiants qui sortent de l'ESMA. Et on essaye de pallier. En gros, tous les ans, on essaye d'ajuster la formation. Des fois, on module des choses. Il y a quelques années, on est passé en 4 ans, justement, et on s'est dit, cette nouvelle 3e année, à quoi elle doit servir. Et c'était justement pas mal de manquements de la formation. J'ai perdu le fil, là, du coup. Non, que par rapport au milieu, vous essayez d'être à Oui, l'écoute et voilà, vraiment de on former des étudiants. essaye d'être raccord par rapport à la demande. Donc la demande, elle est plutôt sur la spécialisation, surtout sur du long métrage. Justement, le profil long métrage, petit studio de pub, il a aussi ses 2 penchants. C'est que voilà, sur du long métrage, on va préférer quelqu'un de très spécialisé dans un domaine. Je me souviens la première fois que j'avais postulé chez MacGuff, c'était pour du compo. Et moi, j'étais plus lighting, quoi. Et donc, j'étais avec le superviseur compo et j'avais dit, moi, ouais, par contre, j'aime vraiment bien le lighting et ça. Il m'a dit, faut savoir, c'est lighting ou compo. Pour moi, c'est lié. Enfin, j'ai toujours fait mon rendu, mon compo derrière, surtout en pub. Et j'avais du mal à choisir. Elle me dit, je te rappelle que je suis superviseur compo. Je dis, compo alors. On rigolait, hein, mais en gros, elle me faisait comprendre que le poste, c'était un poste de compo et pas lighting. Il fallait pas que je me trompe enfin, en tout cas, il fallait pas que je m'attende à faire du lighting, quoi. Et du coup, donc, on répond à cette demande-là beaucoup. Même, même des petites structures, hein, aiment bien avoir des spécialistes
sur tel ou tel domaine, mais pour l'avoir pratiqué beaucoup, on est content aussi quand le gars qui fait du shading, il peut faire le lighting, puis il peut faire le compo. En termes de réactivité, c'est bien sur du projet pub. En termes de ressources humaines aussi, on n'a pas besoin de recruter chaque domaine, c'est que le gars, en plus dans la chaîne de production, ça se suit un peu, donc il y a moyen de garder le même gars sur toute cette chaîne de fabrication. Et je sais que c'est quand même très demandé encore du généraliste, enfin généraliste entre guillemets, mais par exemple j'ai fait de l'habillage télé. Pour faire tourner un logo ou faire passer deux vaisseaux ou une voiture ou un truc comme ça, on n'a peut-être pas besoin de super animateur qui sait faire de l'acting sur les moins moches et méchants par exemple. Et oui, si toi tu arrives à poser 3 clés d'anime avec un minimum de feeling, et peut-être qu'on sera content de ne pas devoir embaucher quelqu'un juste pour poser 3 clés, quoi. Du coup, moi, mon discours auprès des étudiants, ceux qui veulent se spécialiser, en fait, qui adorent un domaine, en gros, faut pas se battre contre ça, hein. Une passion. Voilà, Gaël qui est tombé amoureux des créatures, et il s'est orienté là-dessus, et puis il le fait très bien. Et ouais, j'irais pas contre ça, en tout cas, je dirais pas, c'est dommage si tu lâches l'animation. Je dirais, écoute-toi, hein, c'est ça qui te fait plaisir. Et justement, sur des gros studios, il trouvera sa place. Et par contre, voilà, j'ai certains étudiants qui n'ont pas d'envie plus particulière que ça, c'est qu'en fait, ils aiment bien tout ce qu'ils font. Et ceux-là, je les encourage à tout garder. Alors, je dis que je leur dis que ça va être difficile, parce que justement, on va vous demander, dans l'industrie, de lâcher, peut-être de vous spécialiser dans tel ou tel domaine. Ou en tout cas, on va vous appeler souvent par rapport à vos bandes démos. Faites attention à ce que vous mettez dans vos bandes démos, ça dit beaucoup de ce que vous voulez faire. Et j'ai dit, s'il y a des choses que vous ne voulez pas faire, ne les mettez pas dans vos bandes démos. Je leur donne l'exemple que moi, au début, j'avais mis dans une bande démo des packshots de produits cosmétiques. Il y a eu des moments où on m'appelait parce qu'on avait vu ça dans le bande démo, on a dit tiens, lui il va les faire. Puis quand j'ai compris que je voulais plus en faire, ça a dégagé, quoi. Et on m'appelait plus pour ça. Et donc je dis si vous montrez des choses généralistes et un peu d'anime, un peu de modé, un peu de rendu, on vous appellera pour votre côté généraliste. Alors il y aura peut-être une dominante plus marquée dans vos bandes démos, en tout cas dans vos envies, mais essayez de garder ça donc, en faisant des petits projets perso ou en vous diversifiant, en postulant d'un côté pour de la modé, d'un côté pour de l'anime, d'un côté, et essayez de garder cette espèce de cohérence pluridisciplinaire. Et puis après, vous pouvez aussi vous spécialiser. Vous dites, j'avais un copain qui avait fait ça, il s'est dit, tiens, il aimait bien faire un peu de tout. Il avait fait une prod en série, full anime. Hop, il a fait de l'anime pendant 6 à 7 mois. Puis après, il était revenu, maintenant il fait du rendu. En fait, c'est jongler. Et je leur dis, surtout ce que je leur dis, c'est vous qui êtes maître de votre carrière. En gros, c'est les choix que vous allez faire qui vont vous envoyer dans telle ou telle voie. Et j'ai eu la discussion il y a quelques temps là, avec un de mes étudiants qui ne savait pas trop en gros s'il se spécialisait, parce qu'il est plutôt performant et bon en rendu shading, ou s'il restait généraliste. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas moi de te dire ce que tu dois faire. Écoute-toi. Je dis, tant que tu sais pas, dis-toi généraliste, touche à tout, ouvre-toi à tout. Et le jour où tu es sûr que tu n'as plus envie de toucher à tel ou tel domaine, tu les fermes et tu te refuses d'accepter tel ou tel projet. Donc je dis, c'est toi qui vas être maître de ta carrière en gros, et c'est pas parce que l'industrie te demande d'être spécialisé que tu es obligé de l'être. Oui, on reste libre de nos choix et Voilà. et de la voie vers laquelle on se dessine, on s'oriente, et en même temps, c'est jamais fermé. On peut aussi bifurquer en enrichissant la bande démo aussi avec d'autres travaux, et ça peut être des travaux perso pour de nouveau s'orienter vers peut-être une autre spécialité, ou au contraire se réouvrir à un profil un peu plus généraliste. Et même pour aller plus loin que long métrage studio, c'est aussi vers d'autres métiers. Ça peut être de s'orienter vers le jeu vidéo. Il y en a qui font de la réalité augmentée. J'en ai des anciens qui font de la projection sur des bâtiments maintenant. Et se découvrir en fait, leur dire que le métier n'est pas cantonné qu'à ça. Alors oui, nous on forme à ça, cinéma d'animation, effets spéciaux. Mais je leur dis souvent, c'est au moment des stages, essayez de trouver un domaine un peu particulier. Je lisais une interview sur le site de l'ESMA d'une ancienne étudiante qui était passionnée de criminologie. Wow. Et de 3D. Et en fait, alors j'ai plus trop l'article en tête, mais elle s'était renseignée dans ce domaine-là et elle a eu
un contact dans la police criminelle. Et en fait, ils ont ouvert une section où ils font de la 3D pour la reconstitution. Alors je sais plus exactement de scène de meurtre ou je sais pas quoi. Et en tout cas, c'était quelque chose qui était en réflexion. Elle avait parlé là-dessus. En fait, ils se sont trouvés. Et en fait, ils ont monté la section, je crois, avec elle. Trop stylé. Et en fait, elle a lié ces deux passions sans le savoir que c'était possible. C'est Et génial. je trouve ça, voilà, je trouve ça génial. Je leur dis au moment des stages, essayez de vous trouver quelque chose, un domaine peut-être qui vous parle, qui vous donne envie, et expérimenter, et de montrer que le métier, en fait, il n'est pas cantonné qu'au cinéma, qu'à la pub, mais aller chercher, voilà, des applications. On peut travailler pour la médecine, pour l'aéronautique, il y a pour des parcs d'attractions. Enfin, je sais pas, il y a plein d'autres domaines qui s'ouvrent à nous, quoi. Ouais, et il faut rester ouvert à tous les champs d'application Oui. où la 3D en fait est possible. Certes, l'énorme partie de l'industrie, c'est le cinéma et l'animation, mais parce qu'il faut énormément de gens et du coup ça crée énormément d'emplois, mais aussi plein de petites boîtes et plein d'autres en fait domaines, secteurs où en fait la 3D est nécessaire et dans ces cas-là, oui, vous serez peut-être tout seul ou deux dans ce studio-là, mais ça peut vous aider en fait à lier deux passions, comme le très bon exemple de la criminologie, mais il est fou cet exemple, de la nana qui trouve... c'est assez fou. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh. Mais c'est ça en fait, il faut rester assez curieux et ouvert et pas hésiter à designer, et je recite encore Gaël, designer sa carrière pour toujours être en adéquation avec le métier qu'on veut être, qui on est, et garder en fait cette flamme. Ouais. On va faire la conclusion de l'épisode ensemble si tu le veux bien, Anthony. C'est Sylvain qui t'a renvoyé la balle, tu ne pourras pas renvoyer la balle à Sylvain. Je veux bien savoir qui t'aimerais entendre sur des prochains épisodes. J'aimerais bien entendre Victor Pajot, qui était mon lead, qui est maintenant Sigil Sub chez Illumination, qui est quelqu'un qui a c'est un nounours, il est adorable, qui a une super philosophie sur le métier, sur la gestion d'équipe. Il est très tourné sur l'humain. C'est un monstre techniquement aussi. Hein. Et c'était un petit jeune à l'époque. Moi, j'étais chez MacGuff. Tiens, une anecdote aussi sur lui. Et lui, il venait de rentrer chez MacGuff en pipeline. Et j'étais allé fumer une clope sur le balcon avec un de mes collègues. Et puis il était là, et puis plein de paillettes dans les yeux. Il me dit j'aimerais trop un jour travailler sur le long métrage. Bon, quelques années après, c'était mon lead. Et après, c'était le sub du studio. Quoi. Et super carrière. C'est un passionné. C'est un mec génial. Et je pense qu'il a beaucoup de choses intéressantes à dire. Pas mal. Et c'est là que tu viens de nous mettre, c'est toi qui viens de nous mettre des paillettes dans les yeux en mode. Le prochain, c'est Victor. Ok, très bien. Tu nous as un peu parlé de l'ESMA, tu nous as dit que c'était à Nantes. Et où est-ce qu'on te retrouve, soit virtuellement, soit physiquement? Physiquement, principalement à Nantes. Je serai à Montpellier au mois de septembre. On fait le jury de fin d'études avec toutes les écoles, parce que l'ESMA, il y a 4 écoles pour l'instant. Et on se réunit à Montpellier là en septembre pour montrer chacun tout ce qu'on a réussi à faire avec nos étudiants. Sinon physiquement, principalement sur Nantes et virtuellement sur LinkedIn. Où tu postes pas mal, je trouve, justement, soit des pépites que tu as trouvées, soit des news de logiciels, soit tes demandes d'emploi. Tu es plutôt très actif. Donc, Ouais, je suis très actif sur LinkedIn, c'est aussi beaucoup pour les étudiants. Et mes étudiants principalement. Et en gros, ça m'évite de leur dire vous avez vu tel studio cherche, ou vous avez vu tel nouveau. Alors ceux je les incite en deuxième année à me rajouter en contact. Je leur dis pour trouver des stages, vous allez voir dans mes contacts. En gros, je leur dis c'est comme ça que moi j'avais commencé ma carrière. À l'époque, il n'y avait pas d'annonce. Enfin, c'était un peu différent de métier il y a 15 ans. Et j'ai dit, c'est comme ça que j'avais trouvé une espèce de petite faille. Je disais, dans LinkedIn, j'allais voir les contacts de contacts et je regardais tous les studios, en fait, parce qu'on ne trouvait pas de liste de studios et je voyais les studios par où les gens étaient passés. Et je leur dis, faites ça, vous allez voir, ça va vous faire un espèce de réseau de studios que vous allez. Enfin, des studios qui ne communiquent pas, que vous ne connaîtrez jamais. Et ça peut faire découvrir plein de choses. Et je les incite à me suivre. Et du coup, comme principalement, ceux qui me suivent, je leur balance soit des refs, soit des choses que je trouve intéressantes sur les techniques, soit des offres d'emploi. Et c'est pour ça que c'est vraiment tourné. Mon LinkedIn est vraiment tourné vers mon métier actuel, donc en tant que prof dans cette école-là. Et tout ce que je poste, il est destiné principalement à eux.
Mais ça se sent et puis même il y a quand même pas mal de variétés, il y a pas que des offres d'emploi donc ça Oui, peut oui, aussi permettre de il y a beaucoup de découvrir pas mal choses. de choses, Dès qu'il y a un truc qui me dit ah putain c'est chouette ou tiens c'est nouveau ou ça change, et ben j'envoie. c'est le dénominateur commun ça. Oui. Et puis je vais te laisser conclure, le podcast avec le mot de la fin, c'est, soit un apprentissage que tu t'évertues à transmettre, soit un qu'on t'a transmis et qui te marque encore aujourd'hui en tant que prof, soit, une philosophie, un peu plus en général, tu es très libre du format. Ouais, j'ai envie de dire faites-vous confiance, et ouais, faites-vous confiance et tout est une question, j'ai envie de dire tout est une question de choix au final. Et faites les bons, écoutez-vous. Allez et même, tu vois, ce mot de la fin, il est valable pour des étudiants, mais même, aujourd'hui, justement des seniors qui se demandent, «Est-ce que ma place, elle est vraiment dans ce studio-là?» et qui ont l'impression de tourner en rond, on est libre de faire les choix qu'on veut et de se C'est ça. reposer justement ces questions et de réorienter sa carrière si on sent Mmh. que, on n'est plus forcément à la bonne place. Donc, même si Oui, c'était un épisode très, back to school, il y a plein d'apprentissages, je trouve, autres sur des questions que il est bon des fois de se reposer quand il y a ce ronron du quotidien qui tourne. oui, ouais, ouais, C'est la petite lumière qui nous éveille et qui nous mmh, re-questionne sur est-ce qu'on est vraiment à la bonne place et est-ce que vraiment ça nous oui, plaît et essayer ça me correspond. ouais, et cultiver cette flamme. En tout cas, merci Anthony pour cette heure 30 passée ensemble et sur les Et portes de l'ESMA que tu nous as ouvert en grand. Et puis, merci à toi, de rien. Et c'était puis, cool. bah, oui, j'espère que tu as passé un bon moment, mais ça Ah se ouais, ouais, sentait, tu étais complètement. très à l'aise. Ouais, ouais, c'était cool. Et j'aime bien voilà, parler, même des fois, ce que j'aime dans mon métier, c'est de, voilà, de raconter des anecdotes, de parler de notre philosophie du métier, notre point de vue, transmettre notre expérience. C'est la partie qui m'anime le plus dans mon métier de prof maintenant, quoi. Donc là, le faire ouvertement. Donc je te dis, je n'écouterai pas forcément ce que j'ai dit, mais je pense que j'entendrai parler assez rapidement. Et puis là, l'avantage avec le format, c'est que tu vas avoir beaucoup plus d'étudiants qu'à la normale qui vont normalement écouter l'épisode. Donc, Oui, tu vas être le prof de beaucoup d'élèves la semaine où ça sortira. Donc, voilà, je au moins, prends, ce je sera, prends. ce sera à grande échelle. Et puis, merci pour tous ces exemples et anecdotes. Je te rejoins. C'est beaucoup plus parlant et ça permet d'imaginer beaucoup plus et de se projeter dans ces situations dès qu'il y a des exemples. Donc, pour ça, Oui, tu nous as un petit peu délivré pas mal et c'était assez agréable. Et ça aide forcément à comprendre ton parcours et se mettre dans ta peau, ou en tout cas dans la situation. Encore merci pour ça, trop cool. Et puis pour tous ceux qui sont encore là et qui ont adoré l'heure 30 passée à l'ESMA et un petit peu retour à l'école, n'hésitez pas à partager à d'autres étudiants si vous êtes étudiant autour de vous ou justement à des copains qui se posent la question de est-ce que c'est fait pour eux. Et puis tous ceux qui sont habitués et qui kiffent le podcast, je compte sur vous pour encore en parler à vos collègues et en faire la promo autour de vous. et allez écouter les autres Et puis écoutez podcasts. forcément les précédents, il Il y y en en a a. des très intéressants. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Anthony. Ciao, bonne semaine à tous. Salut!